Quand j'étais plus jeune, je n'avais pas vraiment le droit de jouer aux jeux vidéo. Vous connaissez la musique, ça rendrait violent et bête. Un jour, mon cousin m'a prêté sa Xbox, avec quelques jeux. C'était un peu mon héros. J'ai découvert Halo, c'était bien. Mais dans sa pile de jeux, il y avait un jeu que je ne connaissais pas, et à un moment, j'en avais marre de Halo, alors j'ai essayé. Et le pire, c'est que ce jeu-là, je le relance encore, souvent. Parce qu'au fond, Fable, c'est pas seulement un RPG où tu frappes des monstres et tu gagnes des pièces. C'est un jeu qui te piège doucement avec des choix minuscules, des décisions qui ont l'air de rien, mais qui s'accumulent. Et à force, elles te sculptent. Le monde te répond, parfois par l'admiration, parfois par la peur. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter ce qu'on ressent quand on joue à Fable. Le jeu sort d'abord sur Xbox, puis arrive ensuite sur PC, et il vivra surtout à travers une réédition plus complète, Fable The Lost Chapter. Celle à laquelle j'ai joué pour cette vidéo, mais je resterai concentré sur l'intrigue principale, sans parler du contenu additionnel. La promesse, en gros, c'est Albion, comme un monde qui te regarde. Ton personnage change avec l'expérience, et les gens réagissent à ce que tu dégages. Respect, méfiance, fascination. Pas parce que tu as un rôle écrit d'avance, mais parce que tes décisions te collent à la peau. Et c'est là que mon histoire commence, pas sur un trône, pas avec une prophétie, juste avec une vie toute simple, et un monde prêt à compter tes points. Là, on appuie sur nouvelle partie, et Fable fait un truc assez malin. Au lieu de nous balancer directement une épée légendaire dans les mains, il nous colle dans la peau d'un gamin. À la base, on est juste un mum, à Oakvale. Un petit village côtier tranquille, avec des poules, des barrières blanches, des maisons bien alignées. Rien que la musique, déjà, ça sent le matin frais, la mer pas loin, et le tout va bien se passer. En surface, on est dans un conte pour enfants, et notre père vient nous voir avec ce deal hyper innocent. Si on veut offrir un beau cadeau d'anniversaire à notre sœur, il faut bien se conduire dans le village pour gagner quelques pièces. Pas sauver le monde, pas vaincre un dragon, non. Aider les gens du coin pour acheter une boîte de chocolat. Là, Fable commence déjà à nous tester. On croise une petite fille en pleurs parce qu'un sale mioche lui a volé son ours. Plus loin, un type louche drague une femme derrière le dos de sa femme officielle et nous propose un pot de vin pour qu'on se taise. Un autre gosse nous supplie de le couvrir pendant qu'il démonte des caisses juste pour le plaisir de casser des trucs. En résumé, on est censé faire le bien, mais le jeu nous présente 3 tentations différentes, chacune avec sa petite récompense, son petit raccourci. Et c'est là que, sans prévenir, Fable pose son premier piège. On ne signe pas un contrat héros-vilain en cochant une case dans un menu. On choisit juste comment on se comporte dans un village où tout le monde nous connaît. On rend l'ours, on dénonce l'infidèle, on ferme les yeux pour toucher les pièces plus vite. À ce moment-là, on a l'impression que ça ne vaut pas grand-chose. En vrai, Fable est en train de noter discrètement la manière dont on réagit quand personne ne nous regarde vraiment encore. Quand on a enfin posé nos 3 pièces, on va voir le marchand, les fameux chocolats. Cadeau parfait, on fonce les offrir à notre sœur qui est sur la colline d'Oakvale. Et là, elle nous parle d'un rêve. Un rêve où on lui offrait exactement ces chocolats, au même endroit. Puis elle nous dit qu'elle a vu des choses pas très rassurantes dans cette vision. À ce moment précis, le jeu fait un truc terrible. Il prend le ton innocent et il le dégomme. La musique se fait plus lourde, le ciel se ferme, les cris commencent à monter au loin. On redescend et Oakvale n'est plus ce petit décor propre du début. Les maisons brûlent, des bandits tirent des flèches dans tous les sens, les cadavres jonchent les ruelles qu'on parcourait 3 minutes avant. On finit par retrouver notre père devant la maison familiale, mort, et quand on croit toucher le fond, un bandit nous tombe dessus, prêt à nous achever. C'est là qu'un magicien, en robe sombre, apparaît, Maz. Il bloque l'attaque, nous téléporte loin du carnage et nous sauve. Puis une coupure brutale. Oakvale disparaît, on se réveille à la guilde des héros. L'ambiance n'a plus rien à voir, grande bâtisse de pierre, statues partout, couloirs où passent des apprentis avec des bâtons plus grands qu'eux. À partir de là, Fable va passer un bon moment à nous faire grandir, littéralement. On commence avec les trucs de base, taper à l'épée, tirer à l'arc, lancer des éclairs. À chaque fois, le jeu lâche des petites orbes d'XP qui volent vers nous. On ne le sait pas encore vraiment, mais c'est comme ça que le leveling fonctionne dans ce jeu. Tu te bats comme tu veux, tu récupères l'XP correspondante, et tu iras tout claquer plus tard à la guilde pour devenir plus costaud, plus précis ou plus puissant. Et côté magie, justement, le jeu ne se contente pas de lancer un sort de feu. Il y a une vraie palette, éclair pour griller des ennemis à distance, ralentissement du temps qui met le monde au ralenti pendant que tu bouges normalement, un bouclier magique qui transforme ta barre de mana en armure. Du coup, on peut vraiment personnaliser à fond son style de jeu. Mage, guerrier berserk, archer ou un hybride. Et en plus, Fable ne garde pas tout ça invisible. À force d'augmenter nos caractéristiques, notre héros change physiquement, presque trop puissant quand on abuse de la force par exemple, comme si même ses stats finissaient par se voir sur sa tronche. On a même une rivale, Whisper, l'autre apprenti. Elle se moque, elle fanfaronne, elle veut tout le temps nous dépasser. C'est le genre de personne qui transforme chaque exercice en concours, alors qu'on est juste en train d'essayer de tenir l'arc du bon côté. Et puis, on grandit avec la guilde. On passe d'enfant à ado, puis d'ado à jeune adulte, dans le même endroit. Au bout d'un moment, on est adulte, et là, la guilde nous propose l'examen final. On doit refaire les épreuves, épée, arc, magie, sous le regard du maître de la guilde. Il est fier. On peut même choisir de rester s'entraîner plus longtemps, ou dire « Ok, c'est bon, je suis prêt. Envoyez le monde ». Une fois validé, on reçoit enfin le sceau de la guilde, notre petite télécommande magique. C'est notre carte professionnelle, notre ticket de téléportation et notre badge héros officiel, tout en un. On est prêt à sortir. On prend la porte, on passe par le belvédère et voilà le monde. Sauf que le monde, au début, c'est pas une épopée mythologique, c'est une grosse guêpe.
La première vraie mission qu'on croise, c'est un avis de recherche pour la reine des guêpes. Des paysans se font attaquer dans une clairière remplie de fruits, et personne ne supporte ces insectes géants. Normal. On arrive, on dégomme quelques guêpes, et la reine débarque. C'est jeune, c'est énorme, ça fait un boucan pas possible, mais honnêtement, c'est un boss d'introduction. Et pourtant, quand on revient en ville après l'avoir tué, on est accueilli comme si on venait de terrasser un démon millénaire. Les PNJ crient notre titre, les bards se mettent à raconter notre exploit, on commence à avoir des fans qui nous suivent. En vrai, c'est littéralement une mission tutoriel, mais socialement, c'est déjà un tournant. Le monde nous a vu faire un truc héroïque, du coup il nous colle l'étiquette héros. Et c'est là qu'on commence à sentir la mécanique principale de Fable. Plus on agit, plus le monde parle de nous. On se dirige ensuite vers Bowerstone, premier contact avec une grande ville. À l'entrée, un garde nous arrête immédiatement. Pas d'armes dégainées, ici pas de magie dans les rues, et surtout, respect total pour la mère, Lady Grey. Le ton est posé, on peut être une brute sur la route, mais en ville, on joue le jeu des apparences. Là, Fable ouvre une nouvelle facette de son délire. On peut changer de coupe de cheveux, de barbe, de fringues. On peut draguer des PNJ, hommes ou femmes, en dansant, en faisant des grimaces ou en pétant au milieu de la place. Et surtout, chaque vêtement, chaque amélioration des statistiques, chaque décision se traduit par 2 petites jauges. À quel point on est attirant et à quel point on est intimidant. Et oui, j'ai bien dit décision, parce qu'en tâche de fond, nos décisions qu'on fait, elles font varier une jauge d'alignement. Et ça finit aussi par tordre physiquement notre héros, qui glisse doucement vers le chevalier lumineux avec une auréole ou le démon cornu, entouré de mouches. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais pour un jeu de 2004, c'est assez fou. Certains PNJ préfèrent les héros mignons, d'autres aiment les types qui font peur. On peut littéralement choisir si on veut qu'on nous aime ou qu'on nous craigne, juste en combinant armure, coiffure improbable et gestes sociaux. Après ça, Maz nous rappelle à l'ordre. Oui, la reine des guêpes c'est bien, mais on a peut-être une sœur encore en vie quelque part. Et si on veut espérer la retrouver, il va falloir devenir beaucoup plus fort, mieux équipé. On retourne donc à la guilde, et là, gros carrefour, 2 contrats s'affichent, et ils concernent la même ferme. Soit on la défend, soit on l'attaque. C'est la première fois que le jeu nous présente noir sur blanc une bifurcation héros-salopard de manière aussi frontale. Pour cette partie, on choisit la route gentille, celle où on protège le fermier, on affronte les bandits et on sauve la caisse de blé. Et là, la chose la plus intéressante, c'est que faire le bien est plus long, plus pénible et parfois moins rentable. Les ennemis viennent par vagues, on se prend des flèches, on doit tenir la position, et au final, on gagne moins que si on avait rejoint les bandits. Fable ne récompense pas systématiquement la vertu avec du confort. Il nous laisse juste avec ce sentiment un peu bancal. Ok, c'était chiant, mais c'était la bonne chose à faire. Ensuite, on doit escorter des marchands à travers Darkwood. Et là, petit virage d'ambiance. Darkwood, c'est la forêt qui a décidé d'être hostile par principe. Brouillard épais, monstres partout, trolls, et surtout, les balverines. Les balverines, c'est les loups-garous de Fable. Là, on ne fait plus le malin. On entend d'abord leur hurlement. Puis ils surgissent, rapides, sautent partout, esquivent nos coups, nous arrachent la moitié de la barre de vie en 2 coups de griffe. Pendant qu'on prend cher, les marchands derrière nous paniquent, nous supplient de les protéger, et le jeu nous remet encore une fois devant un choix. Est-ce qu'on prend des risques pour sauver tout le monde, ou est-ce qu'on laisse accidentellement un type se faire bouffer pour que ce soit plus simple pour nous? On finit même par croiser un mec blessé, perdu, qui hésite entre rester dans la forêt et tenter sa chance avec nous. On sait très bien que s'il traîne, il va probablement mourir dans un fossé, ou pire. Mais la mener, c'est aussi ralentir la progression, prendre plus de coups. Encore une fois, rien n'est expliqué en gros caractères. On voit juste, en direct, que choisir l'altruisme ici veut dire plus de stress et plus de chances de mourir. Au bout du tunnel, littéralement, Darkwood débouche sur un camp de marchands, et juste derrière, le retour à Oakvale. Sauf que ce n'est plus le même Oakvale. Le village a été reconstruit, les maisons sont neuves, les gens mènent leur petite vie. Un PNJ nous reconnaît, nous prend pour un fantôme, puis comprend qu'on est le gamin qui avait disparu le jour du massacre. Mais Oakvale, ce n'est pas seulement un musée de notre trauma, c'est aussi le point de départ d'un nouveau fil, la piste de notre sœur. Maz nous apprend que des rumeurs parlent d'une voyante au service d'un chef de bandits, Twinblade, un ancien héros lassé de la guilde qui a tout plaqué pour fonder sa propre petite armée de criminels. Donc là, on a un objectif assez simple, infiltrer le clan de Twinblade pour atteindre cette voyante. Et évidemment, on ne peut pas juste arriver en hurlant bonjour avec une épée, on doit se procurer une armure de bandit pour se déguiser, puis trouver un laissez-passer pour entrer dans le camp d'élite. Donc on obtient cette tenue, et une fois dans le camp d'élite, on découvre un truc assez sinistre. 2 femmes sont retenues prisonnières dans des cages, gardées par des bandits. On peut les ignorer et foncer, ou on peut tuer les gardes, récupérer la clé et les libérer. Si on les libère, évidemment, elles se mettent à courir comme des dératés vers la sortie, les bandits les poursuivent, le camp entier part en vrille, et c'est le chaos parfait pour nous faufiler vers le sanctuaire de Twinblade. Au fond du camp, on arrive enfin dans l'arène naturelle de Twinblade, une sorte de creux dans la roche, rempli de bandits en cercle, et au centre, ce géant avec 2 épées. Twinblade, c'est littéralement le fantasme du chef de bande, cicatrices, muscles, armure improbable. Et on comprend tout de suite pourquoi des types ont décidé de le suivre. Le combat est plutôt simple dans son principe, on doit esquiver, l'attaquer dans le dos. Tu repères son pattern, tu te glisses dans son dos au bon moment, et tu tapes dès qu'il est vulnérable. Ce genre de boss, ça me fait toujours un peu penser à Bowser ou au Roi Bombe dans Mario 64. En termes de mise en scène, c'est notre première vraie confrontation avec un grand nom du monde. Et puis quand on gagne, le jeu fait ce qu'il fait souvent. Il ne nous laisse pas juste achever notre adversaire. On a Twinblade à terre, entouré de ses hommes, et là, une voix qu'on connaît se met à parler. La voyante, c'est Teresa, notre sœur.
Elle apparaît les yeux bandés. On comprend qu'elle a survécu au massacre, qu'elle a été capturée, mutilée, et qu'elle a fini par travailler pour celui qui a participé à la destruction de notre vie. Elle nous parle de vision, de destin, de héros, de grandes choses encore à venir. Elle nous glisse aussi qu'un certain Jack of Blade n'est pas étranger à tout ça, et que notre famille est au cœur d'une lignée bien plus ancienne qu'on ne le croit. Et comme souvent dans Fable, on a à nouveau un choix. Épargner Twin Blade ou l'achever sous les yeux de ces hommes. Est-ce qu'on se venge, ou est-ce qu'on brise le cycle de violence? On le laisse en vie, et puis on repense à notre progression. On est parti d'un gosse qui courait après un ours en peluche pour acheter des chocolats. On arrive à un adulte qui se bat au milieu d'un camp de bandits, prend des décisions morales lourdes et retrouve une sœur transformée en prophète. Entre les deux, le jeu nous a fait grandir sans jamais nous dire clairement « là, tu changes d'étape ». On a juste suivi le fil, et le plus fort, c'est que tout ça s'est fait à travers une suite de choix minuscules, de oui-non, de on aide ou pas, qui ont commencé à dessiner une histoire. Quand on ressort du camp de Twin Blade, c'est là que Fable ouvre vraiment la carte. Les chemins se croisent, la table de quête se remplit. Je me souviens d'un moment précis, ce sentiment qu'Albion cesse d'être un décor pour devenir un réseau de problèmes à régler, de croyances à bousculer, de secrets à déterrer. Les temples d'abord. Le temple d'Avo d'un côté, celui de Scorn de l'autre. Deux bâtiments posés aux extrémités de la carte avec exactement le même principe. Tu donnes, ils rendent. Au temple d'Avo, on arrive dans cette clairière lumineuse, avec des prêtres habillés en blanc, et une musique qui ressemble à une prière un peu maladroite. On peut faire des dons. Si on a été bon jusqu'ici, Avo nous le rend bien, notre jauge d'alignement montait énormément vers le bon. A l'inverse, le temple de Scorn. C'est le culte du mal absolu. Une chapelle perdue dans les marais, des adeptes encapuchonnés, des torches rouges, un autel qui ne demande qu'une chose, qu'on lui amène quelqu'un à sacrifier. Et on peut littéralement inviter un marchand à nous suivre et le sacrifier là-bas. Fable ne nous explique pas le bien et le mal avec un codex. Il met deux bâtiments sur la carte, deux jauges, et il nous laisse décider de ce que ça veut dire de mériter une arme de corps à corps ou un arc maudit. Parce que oui, ces deux emplacements nous récompensent quand on s'y investit. Et si on regarde les chiffres, le jeu récompense vraiment les mauvaises actions. L'arc qu'on récupère grâce au sacrifice humain, c'est littéralement le meilleur arc du jeu. En parallèle, pendant nos trajets, des portes démoniaques nous regardent de travers. Elles ont chacune leur petite névrose. Une veut qu'on se montre en tenue ridicule, une autre exige qu'on soit ultra musclé, une troisième ne s'ouvrira qu'aux gens suffisamment vieux ou suffisamment amoureux. Et derrière ces portes, il y a souvent des petites poches de rêve, un jardin figé dans le temps, un manoir hanté, un coin de forêt où la musique se tait presque. Le jeu s'offre des bulles de poésie, au milieu de tout ce bordel de guildes et de bandits. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on comprend vraiment que Fable n'est pas seulement un RPG de couloir, mais un endroit où l'on revient, où l'on essaie des combinaisons bizarres, juste pour voir ce que le monde accepte ou refuse. Et puis, il y a cette lettre qui arrive, une mission, un village encerclé, des palissades de bois, des habitants épuisés, et un nom qui revient, la Balverine Blanche. On a déjà croisé des Balverines sur la route, ces loups-garous bondissants, mais là, on nous parle d'un spécimen particulier. Le maire du village est un ancien chasseur, l'homme qui était censé protéger les siens. Il n'est pas juste dépassé, il est lié à la créature. La quête se déroule comme une montée de fièvre. On défend le village, on regarde les Balverines défoncer les barrières, on court dans les ruelles, on se prend des coups. On nous explique qu'il va falloir le pousser dans ses retranchements, l'attirer hors du village, le confronter sur son propre terrain. Et le combat final, au bord du lac, avec cette Balverine blanche qui hurle à la lune pendant que la musique nous tombe dessus, ça a quelque chose d'étrange. On gagne, bien sûr. On sauve le village, on obtient des points de renom, des applaudissements, tout ce que la guilde adore comptabiliser. Mais la femme du maire, elle, ne récupère pas un mari guéri, elle récupère un mari mort. Fable ne le verbalise pas, mais on sent que faire le bien, ici, c'est pas réparer, c'est limiter la casse. C'est à ce moment-là que la guilde commence à nous parler de l'arène, le grand cirque d'Albion, le lieu où on ne combat plus pour la survie d'un village, mais pour le spectacle, la gloire et un très gros chèque. Alors on prend le portail, on arrive devant cette structure circulaire plantée au milieu de nulle part, et tout respire la mise en scène. Des gradins immenses, des bannières, des fans, des parieurs, une version médiévale d'une vidéo de MrBeast. On enchaîne les manches, d'abord avec des ennemis qu'on connaît, guêpes, bandits morts-vivants. Whisper nous accompagne, commande chaque vague, se moque quand on rate, nous pique nos kills, on se prend au jeu, et on finit par aimer le bruit que font les foules quand elles scandent notre nom. Et plus les vagues avancent, plus Fable nous pousse dans nos retranchements. Deux Balverines blanches en même temps, juste histoire de nous rappeler la quête précédente, puis un troll, puis ce scorpion gigantesque qui surgit d'un trou. Et quand on gagne, l'arène se tait. Une silhouette masquée apparaît. Jack of Blade. Ce type ne fait pas grand-chose objectivement, il parle. Il a une voix qui résonne comme s'il était dans la tête de tout le monde en même temps. Mais il incarne instantanément ce que le jeu nous promet depuis le début, le sommet, en affrontement. On sent que le jeu veut qu'on le trouve stylé. Mais on sent aussi que c'est le genre de personne qui signerait un contrat avec le diable en lisant juste la première ligne. Après ce show, on prend une baffe, l'arène se transforme en huis clos. Whisper et nous, face à face, au centre. Les organisateurs nous expliquent que le public adore les drames, et qu'un champion, ça se sacre dans le sang. Et quand on gagne le combat, on a le choix. Tuer Whisper pour obtenir une récompense, ou refuser, ranger notre arme et sortir seulement avec la gloire déjà acquise. Dans ma partie, je l'ai épargnée, bien sûr. Non pas parce que j'étais particulièrement attaché à elle, mais surtout parce que l'idée de transformer cette rivale un peu arrogante en trophée m'a mis un peu mal à l'aise.
Whisper part, humiliée. Elle quitte Albion, elle va tenter de refaire sa vie ailleurs. Et nous, on reste le champion, on garde la foule et les chansons. C'est là qu'un autre nom commence à revenir, Scarlett Robb, l'ancienne championne de l'arène, celle qui a battu des balverines par dizaines et affronté des horreurs. On trouve des livres sur elle, des commentaires de PNJ, la guilde la mentionne comme une sorte de légende presque oubliée, et puis, petit à petit, le jeu laisse filtrer un détail de trop. Scarlett Robb, c'est notre mère. La championne d'hier est la mère du champion d'aujourd'hui, et tout le monde dans les couloirs avait l'air de le savoir avant nous. En parallèle, Bowerston nous ouvre enfin ses quartiers nord. Fini le petit marché et la place du forgeron, on entre dans les beaux quartiers. Rues pavées, grandes maisons, jardins bien taillés. Au sommet de tout ça, le manoir de Lady Grey. Lady Grey, c'est une femme élégante, charismatique, adorée par une partie de la population, crainte par l'autre. Les gardes se mettent au garde à vous dès qu'elle sort. Les rumeurs vont bon train sur son passé, sa sœur, et ce fameux accident qui l'a propulsée à la mairie. La quête qui l'entoure est une petite énigme. On enquête, on fouille un vieux manoir abandonné, on réveille des morts. On finit par apprendre que la sœur de Lady Grey n'est pas morte par hasard, que la nouvelle mère a sans doute accéléré un peu le destin pour hériter de la ville. Fable nous met alors devant un choix très simple. Révéler la vérité, faire tomber Lady Grey et devenir mère à sa place, ou fermer les yeux, l'épouser et profiter de son pouvoir sans jamais porter officiellement l'écharpe. Dans ma partie, je décide de la dénoncer, on expose son crime, la ville se retourne contre elle, et on gagne officiellement le titre de mère. Sur le papier, c'est la victoire totale. Justice rendue, pouvoir politique et belle maison. Mais le jeu ne nous laisse pas oublier qu'on vient, encore une fois, de transformer une affaire personnelle en spectacle public. On a utilisé la machine à réputation dans le sens qui nous arrange, et on reste ce héros qui, quoi qu'il fasse, finit par gouverner les lieux qu'il traverse un peu par inertie. Et pendant qu'on s'installe dans notre nouveau rôle de grand monsieur de Bowerston, la trame familiale continue. Maz, la guilde, les rumeurs. Tout pointe vers un endroit sinistre, une prison, quelque part au large, là où disparaissent les gens gênants. On apprend que Scarlett Robb est toujours en vie, enfermée là-bas depuis des années, torturée régulièrement par les sbires de Jack. On part donc vers le nord, on passe par un vieux cimetière où l'esprit d'un général nommé Nostro nous bloque la route. Il veut récupérer son armure, son épée, son bouclier, tout ce qu'on a dispersé dans la zone, sinon pas de passage. On joue les fossoyeurs, on retrouve ses reliques, on l'aide à se reposer enfin, et il nous ouvre la voie vers la forteresse. La prison se dresse au milieu de l'eau, massive, grise, avec ce genre d'architecture qui hurle « tu ne ressortiras pas d'ici » avec un simple sort de téléportation. On infiltre, on avance, on défonce des gardes, on trouve enfin la cellule de notre mère. Et là, quand on commence à croire qu'on va la libérer, Jack débarque. La capture est brutale, pas de combat, pas d'échappatoire. On se réveille rasé, en tenue miteuse, dans une cour de prison où un garde hurle des ordres pendant que des prisonniers courent en rond. Fable fait un truc très radical, il nous enlève tout. Armes, armure, pouvoir, liberté. C'est un peu comme dans la forteresse de The Wind Waker, quand Link se retrouve sans épée et finit en cellule. Sauf que là, ce n'est pas un petit interlude d'infiltration qui dure 10 minutes. Le jeu nous laisse mariner dans cette version dégradée de nous-mêmes pendant des années compressées en quelques séquences. Chaque année qui passe, on voit notre héros vieillir un peu. Les cheveux repoussent, le visage se marque, les épaules s'affaissent. On entend les hurlements venant des salles de torture. On comprend que notre mère subit les mêmes traitements, que Jack s'entraîne sur elle. Un jour, une opportunité. La nuit tombe, la prison s'endort à moitié, et on tente l'évasion. On retrouve notre mère, on court dans les couloirs, on récupère pièce par pièce quelques morceaux de notre ancienne puissance. À la sortie, la prison joue sa dernière carte. Un kraken énorme, tentaculaire, qui surgit d'un bassin comme si le lieu lui-même refusait de nous voir partir. On se bat sur les passerelles en bois, on esquive les tentacules, on vise les yeux, on balance tout ce qui nous reste en magie. Et quand enfin la créature s'effondre, la prison se tait. Quand je ressors avec ma mère, j'ai l'impression d'avoir changé de jeu. Avant, je gérais ma réputation, je jouais avec ma coupe de cheveux, je testais des postes de héros sur la place du village. Là, j'ai juste quelqu'un que j'aime qui a été torturé pendant des années, et un nom planté dans le crâne, Jack of Blade. Ma mère ne prend même pas le temps de souffler. Elle me parle d'une épée légendaire, comme si elle était en train de relire un vieux dossier de famille qu'elle aurait essayé d'oublier. Jack of Blade veut obtenir cette arme. La clé serait cachée à Hook Coast, dans une abbaye, et surtout, elle ne se révèle qu'avec le sang de notre lignée. Hook Coast, c'est bizarre. J'y arrive avec le portail, en quête de vengeance, et je tombe sur une petite ville côtière quasi vide, des maisons sages, une ambiance de fin du monde qui n'a pas encore commencé. Alors on avance vers la fameuse abbaye, et je me mange un mur magique invisible dans la figure. Ma mère me dit que la dernière fois, c'était pas comme ça. Et c'est pas bon signe, quelqu'un d'autre a pris le contrôle entre-temps. On repart donc à la guilde, je suis rincé, ma mère commence à se plaindre d'un truc qu'elle ne sent pas, et évidemment, dès qu'on arrive, ça part en vrille. Ma mère hurle qu'il faut prendre le livre, puis elle disparaît avec les larbins, comme si on venait de couper le film au pire moment. Je récupère le bouquin, évidemment illisible, et le maître de la guilde me regarde avec la tête du prof qui n'a pas du tout signé pour ça. Il traduit la moitié, baragouine un truc, et finit par me renvoyer à Hook Coast pour désactiver la barrière magique. Retour à Hook Coast, même brume, même silence, sauf que cette fois la barrière saute. Je rentre dans l'abbaye et là, Maz m'attend. Pas en mode mentor, en mode boss. Et je pense qu'aucun combat ne m'a mis aussi mal à l'aise que celui-ci. Pas parce qu'il est compliqué mécaniquement, mais parce qu'en face de moi, c'est littéralement le type qui m'a ramassé dans une ville en feu, qui m'a sorti de ma maison avec mon père mort par terre, et qui maintenant m'explique calmement qu'il travaille pour Jack.
Ce combat ferait presque penser à l'affrontement final de Assassin's Creed. Là-bas aussi, notre mentor Al-Mulaim nous trahit, sauf qu'il nous trahit pour s'emparer d'un pouvoir absurde et contrôler tout le monde. Ici, Maz ne cherche même pas à dominer quoi que ce soit, il veut juste éviter sa propre fin. C'est pas par conviction, pas par idéologie, par peur de mourir. Il sort presque ça comme une confession. Il n'embrasse pas la mort, il n'embrasse rien du tout, il veut juste prolonger la partie le plus longtemps possible. Et je me rends compte que c'est ce que Fable fait depuis le début. Il met côte à côte les héros officiels et les angoisses humaines existentielles. Maz ne devient pas un méchant de cartoon, il devient un miroir raté de mon personnage. Lui aussi a connu la gloire, lui aussi a joué au sauveur, et au moment critique, il a choisi sa propre survie plutôt que le reste. Je le bats. Pas proprement, pas fièrement, mais je le bats. Et quand il tombe, ce n'est pas un tyran qui meurt, c'est un vieux lâche qui avoue qu'il n'a jamais réussi à regarder la mort en face. À partir de là, le jeu se transforme en course. Jack essaie d'activer des anciens points de pouvoir du monde, et moi, je suis ce héros essoufflé qui traverse Albion en courant. Je retourne à Greatwood, je vois le maître de la guilde paniquer en me parlant d'un point principal qu'il faut absolument stopper. Je suis envoyé sur place, là où l'énergie ancestrale est en train d'être siphonnée. Je me ferai un chemin jusqu'au premier point. J'éclate des sbires de Jack, mais il s'échappe à la dernière seconde, me laisse un paquet de monstres sur les bras, et je comprends que je ne fais que freiner l'inévitable. Ensuite, deuxième portail, la ferme, ce petit endroit qu'au début, je défendais juste pour faire plaisir aux paysans et gagner quelques points de bonté. Maintenant, c'est un nœud magique majeur. On dirait que le jeu me force à revisiter ma propre histoire. Troisième portail, la prison de Bowerstone, le lieu exact où j'ai été humilié. Et là, Jack réussit, il active le dernier point avant que j'arrive. Je débarque littéralement trop tard. Et finalement, dernier saut, la guilde, mon chez-moi. Je traverse les couloirs en ruine, les murs brûlés, je vois les héros au sol, des apprentis figés et au milieu de tout ça, Jack, ma sœur, ma mère et l'épée. Il a besoin de sang pour achever le rituel. Là, il termine ce qu'il a commencé, devant moi. Je peux jouer aussi bien que je veux, esquiver toutes les attaques, lancer tous les sorts. La cinématique se déclenche, et Jack achève ma mère pour de bon. Et puis, il brandit l'épée comme si de rien n'était. Le combat contre Jack version humaine, c'est un vrai mur. Des ennemis partout, des projectiles, de la magie, lui qui se téléporte dès que je commence à le coincer. À l'époque, je suis mort de nombreuses fois, alors je tryhard comme si ma dignité en dépendait. Et quand enfin Jack tombe, qu'il lâche l'épée, Fable pose son ultimatum le plus terrible. D'un côté, je peux garder l'épée, devenir au moins aussi puissant que Jack, prendre sa place dans la hiérarchie, mais pour ça, il faut tuer Teresa. De l'autre, je peux jeter l'épée dans le vortex, laisser partir le pouvoir et sauver ma sœur. Le jeu abandonne d'un coup toutes ses nuances. Ce n'est plus un amant à dénoncer, c'est tu choisis le lien ou le pouvoir. Et moi, je jette cette épée. Fable a réussi un truc. Il m'a fait m'attacher à l'idée que ma sœur et moi, on était les derniers témoins encore debout de tout ce qui s'est passé depuis Oakvale. L'idée de lui mettre un coup d'épée dans la nuque juste pour avoir plus de dégâts, c'est impensable. Je regarde cette épée tomber, dans le vide. Je regarde Jack se faire engloutir. La musique se calme. La caméra recule. Je crois qu'au fond, si je relance encore Fable aujourd'hui, ce n'est pas pour vérifier un build ou gratter 2 sorts de plus. C'est parce que, en une dizaine d'heures, le jeu me fait vraiment vivre quelque chose qui ressemble à une vie entière. Et c'est ça qui me reste. Pas les statistiques, pas les loots légendaires. Ce qui me revient, c'est Oakvale, reconstruit que j'achète comme si l'or pouvait réparer le traumatisme. C'est Whisper qu'on épargne, et que le monde va quand même broyer. Et quand je repense au gamin qui n'avait pas le droit de jouer, qui a emprunté une Xbox en douce à son cousin et qui est tombé là-dessus, je me dis que ce n'était pas le pire premier contact. Et vous savez quoi ? Je vais vous raconter un dernier truc, pour ceux qui sont restés jusque-là. La toute première vidéo que j'ai postée sur internet, c'était sur Fable. J'avais remarqué un détail, quand on est bien aimé, les prix chez les marchands baissent. Et en plus, à force de commercer avec le même marchand, il se met à racheter plus cher et à vendre moins cher. Logique, il t'aime bien, tu es un bon client. Sauf qu'évidemment, on peut abuser du système. En vendant et en rachetant en boucle, le prix de revente finit par dépasser le prix d'achat. Résultat, argent infini. Et moi, je voulais absolument partager cette découverte au monde. C'était ma première vidéo. Et puis, des années plus tard, j'ai voulu la retrouver. Impossible, disparue. J'ai dû avoir honte et la supprimer. Alors voilà, j'en profite pour reposer ce petit bout de moi sur internet. Dans Fable, vous pouvez vendre et acheter en boucle, chez un marchand. Vous finirez par avoir de l'argent infini. Enfin, voilà, Fable. En gros, c'est ça.